France Info. Jean-Luc Mélenchon le présente comme son ministre de l'économie s'il arrivait au pouvoir. Il est prof à Sciences Po, ancien membre du Conseil national du PS, jusqu'à son passage au Front de gauche. Son nom claque comme la promesse de jours meilleurs. Bonjour Jacques Généreux. Bonjour. Très heureux de vous accueillir dans ce studio. Vous êtes un économiste reconnu, auteur de très nombreux ouvrages. Dernier en date, Jacques Généreux explique l'économie à tout le monde. C'est aux éditions du Seuil. Alors, on vit tout de même un moment particulier de l'histoire de la gauche avec cette conversion ou tentative de conversion du PS à la social-démocratie ou social-libéralisme, c'est comme vous voulez. L'argument de ces tenants, c'est qu'il n'y a pas d'autre politique économique à mener aujourd'hui. Vous êtes persuadé de l'inverse. Vous seriez au pouvoir, Jacques Généreux. Qu'est-ce que vous feriez pour vous attaquer au problème numéro 1 des Français, au chômage? Commençons par là. Il faut distinguer le court terme et le long terme. À court terme, il y a une urgence. Quand on est dans une situation de crise, d'économie qui est en panne, de chômage qui explose, il faut faire à peu près l'inverse de la logique qui a été suivie par beaucoup de pays européens depuis quelques années, c'est-à-dire oublier la soi-disant priorité de réduction des déficits publics et les problèmes financiers et soutenir massivement, rapidement l'activité. Les moyens sont connus, c'est les moyens qui ont toujours marché. C'est ce qu'ont fait d'autres grands pays dans le monde. C'est ce qu'on a fait après la crise des années 29, après avoir commencé par des politiques de rigueur. Donc on sait ce qui marche. Donc nous avons besoin dans ce pays... La politique de relance. Nous avons dans ce pays besoin d'un investissement massif. Il ne s'agit pas forcément de relancer la consommation lambda. Et c'est là qu'il faut faire l'articulation avec le long terme. Relancer simplement en distribuant du pouvoir d'achat à tout va ne suffit pas, car nous sommes aujourd'hui devant une exigence aussi de repenser l'activité, le progrès de l'activité d'une manière qui soit écologiquement soutenable, qui soit socialement efficace. Donc c'est plutôt par une politique d'investissement public dans tous les domaines où il y a des lacunes fondamentales. Nous avons un besoin urgent, par exemple, d'une reconversion écologique de notre habitat. Voilà un chantier d'investissement. Oui, mais là, Jacques Généreux, ces investissements, ils vont mettre un certain temps à porter leurs fruits. Est-ce qu'il ne faudrait pas agir en plus sur l'entreprise, baisser les charges pour gagner en compétitivité? C'est ce que réclament les chefs d'entreprise. Alors, à court terme, l'économie est à l'arrêt. Rien n'est plus suicidaire que de la laisser à l'arrêt ou de faire des politiques d'austérité, de rigueur budgétaire. Donc, il faut relancer l'investissement massivement pour réamorcer l'activité, car les entreprises n'embauchent pas parce qu'on baisse les salaires, comme certains le croient, ou parce qu'on fait des baisses de charges, comme on dit, sociales ou fiscales. Vous n'embauchez pas ou vous n'investissez pas seulement parce que ça coûte pas cher. Vous ne le faites que parce que vous avez des carnets de commandes, que parce que vous avez devant vous quelque chose à produire, un travail à donner aux gens. Donc, c'est cette activité qu'il faut impérativement relancer à court terme. Alors, il faut l'articuler à une vision de long terme. C'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas relancer n'importe comment. Donc, tant qu'à faire, il faut profiter de cette politique d'investissement de relance pour engager des grandes mutations de notre appareil productif à long terme, car nos modes de production actuels sont insoutenables. Donc il faut changer nos méthodes de production, changer nos méthodes d'approvisionnement énergétique, changer notre agriculture, choisir d'investir dans une société qui sera moins dans la production de choses, la production matérielle qui n'est pas soutenable à long terme et qui soit plus dans la production immatérielle, la production de services, opérer aussi une transformation en matière d'organisation des échanges, car on ne peut pas continuer cette absurdité qui consiste à faire circuler sur des milliers de kilomètres dans des cargos polluants des marchandises que nous pourrions produire localement. Le bon sens économique à long terme est que nous allions vers une relocalisation des productions, donc une forme de démondialisation pour des raisons écologiques évidentes. Donc tout ça, c'est la transformation structurelle. De même que cette transformation structurelle implique, par exemple, dans l'entreprise, c'est un sujet important pour le long terme, qu'on commence enfin sérieusement à réfléchir à une réforme de l'entreprise, en sorte que ce ne soit plus exclusivement ceux qui détiennent le capital qui aient les pleins pouvoirs pour orienter la gestion des entreprises, parce qu'on sait où ça nous a mené, ça nous mène aux catastrophes, à la crise écologique, aux crises économiques. Donc il faut changer ce mode d'organisation capitaliste de l'économie. Jacques Généreux, invité d'un monde d'idées toute la journée sur France Info. À tout à l'heure. France Info.
Avec nous, l'économiste proche de Jean-Luc Mélenchon, Jacques Généreux. Alors reprenons le fil de votre démonstration. Vous nous disiez tout à l'heure que pour combattre le chômage, il faut une politique de relance keynésienne avec des investissements massifs d'argent public dans certains secteurs. Mais vous savez ce que je vais vous répondre. Les caisses de l'État sont vides, Jacques Généreux. Alors, ça, c'est totalement faux. Et c'est une des choses que je m'attache justement à expliquer à tout le monde parce que c'est un des domaines sur lesquels il y a le plus de désinformation, les questions financières et les questions de financement. Ce n'est pas l'argent qui manque. Si on prend le seul cas de la France, vous avez deux sources principales de gaspillage de l'argent public et de manque d'argent public. C'est précisément la récession. C'est-à-dire la crise économique qui ralentit l'activité, donc les recettes fiscales. C'est-à-dire quand on fait les mauvaises politiques, eh bien on ne fait pas des économies, on aggrave ce déficit d'argent public. La moitié de l'augmentation de la dette publique en France au cours de ces dernières années, elle vient simplement du fait que la croissance a été stoppée par des politiques imbéciles. L'autre principale dépense publique inutile qui fait perdre l'argent public, c'est ce que les économistes appellent la dépense fiscale. C'est l'ensemble des cadeaux fiscaux, des exonérations, disons des petits coups de canif, mais parfois ils sont gros, dans l'application normale des régimes fiscaux. La politique fiscale. Ce qu'on appelle les niches fiscales, Ouais. 150 milliards d'euros en moyenne par an en France. Mais par exemple, pour relancer l'immobilier, il y a des niches fiscales. Oui, alors certaines niches fiscales sont utiles, mais selon l'inspection générale des finances en France, ces 150 milliards, il y en a à peu près la moitié, au moins 70 milliards qui ne servent à rien, qui sont de purs cadeaux aux marges financières d'entreprises. Donc c'est de l'argent gaspillé. Si cet argent était de l'argent qui était réinvesti, on pourrait discuter la justice, la répartition de la chose, mais on dirait au moins ça retourne à quelque chose d'utile. Donc de l'argent, il y en a. La lutte contre la fraude fiscale peut rapporter des sommes considérables. Avoir simplement un impôt sur le revenu qui soit à nouveau juste et progressif, comme il l'était au tout début des années 90. Figurez-vous que si on rétablissait simplement le barème d'impôt sur le revenu du tout début des années 90, on aurait 20 milliards d'euros de recettes fiscales en plus chaque année, parce que les plus riches et les plus hauts revenus paieraient un petit peu plus d'impôts. Vous pouvez encore trouver 50 milliards d'euros très facilement, qui sont les intérêts que la France paie sur sa dette. Pourquoi est-ce que la France doit payer des intérêts sur sa dette ? Parce qu'il y a un certain nombre d'années, avec Maastricht, on a décidé que les États devraient se financer auprès des marchés financiers aux conditions des marchés, ce qui est une stupidité, alors qu'ils devraient se financer à taux zéro auprès de la Banque centrale, ce que peuvent faire par ailleurs les banques privées. Donc on a un système absurde où vous avez des banques qui ont pu emprunter à taux zéro auprès de la Banque centrale pour Et qui reprêtent de l'argent. reprêter de l'argent à 3% ou à 4%, voire beaucoup plus à des États. Ceci n'a aucune raison d'être et donc c'est le bon moment pour remplacer de la dette ancienne sur laquelle on paye des intérêts par du crédit gratuit. Je vous entends sur la fiscalité, Jacques Généreux, en même temps, dans un pays où les impôts représentent 57% du PIB, est-ce qu'on n'atteint pas un maximum ? Ce n'est pas le bon critère pour juger l'état de santé d'un pays et d'une société. Une société, elle est en bon état quand il n'y a pas de chômage, sauf un tout petit chômage de mobilité, de changement d'un état à un autre, quand les gens sont heureux au travail, ne sont pas harcelés, ne se suicident pas comme ils le font au rythme d'à peu près au moins une personne par jour en moyenne dans ce pays. Quand il n'y a pas de violence, d'incivilité, c'est ça une bonne société. Donc ce sont là les seuls critères qui doivent nous guider. Il y a Et la grogne, le ras-le-bol fiscal, il ne faut pas l'entendre ? Ça, on peut pas ne pas l'entendre puisqu'elle est organisée. Cela dit, pour revenir à votre taux, vous pouvez avoir un taux de prélèvement obligatoire très élevé, ce qui a été le cas par exemple dans des pays comme la Suède. Il y a encore une dizaine d'années, en Suède, vous aviez un taux de prélèvement et un taux de dépenses publiques dans la richesse nationale qui atteignait quasiment les 60%. Et vous aviez un pays dynamique, il y avait le plein emploi, une protection sociale de qualité, une économie qui investissait beaucoup dans la recherche, dans l'innovation, etc. Donc, voir des impôts élevés, tout dépend ce que vous en faites. Quand vous avez un taux d'imposition élevé pour financer simplement les dépenses courantes, des subventions inutiles, des cadeaux fiscaux, 150 milliards distribués à des gens et qui ne servent pas à grand-chose, eh bien, effectivement, ça, c'est du mauvais impôt. Quand vous avez des prélèvements qui servent à financer des services publics réels, des investissements pour l'avenir, ils créent de la richesse. Donc, c'est une question de choix politique. L'économiste Jacques Généreux, invité dans Monde d'idées toute la journée. À tout à l'heure. France Info.
Notre invité, l'économiste du Front de gauche, Jacques Généreux. Jacques Généreux, vous êtes aussi, rappelons-le, prof à Sciences Po. Alors, on a parlé de la question du chômage, de finances publiques aujourd'hui. J'aimerais qu'on parle de la politique du gouvernement. Vous n'aimez pas l'entreprise, comme Manuel Valls. Avec son pacte de responsabilité, le gouvernement souhaite effectivement redonner des marges de compétitivité aux entreprises. C'est pas une bonne politique? Et il faut choisir entre se faire aimer des capitalistes ou aimer l'entreprise. C'est pas exactement la même chose. L'entreprise, c'est pas les patrons. L'entreprise, c'est un collectif humain de personnes qui travaillent. Donc il faut des salariés, il faut des managers, il faut des entrepreneurs, il faut aussi des gens qui apportent des capitaux. Donc c'est tout ça, l'entreprise. Donc quand on va se faire applaudir avec un programme qui est entièrement orienté vers l'augmentation des marges financières des entreprises, c'est-à-dire des actionnaires et des patrons, c'est pas exactement une politique en faveur de l'entreprise. Voilà. La fausse bonne idée, c'est celle de la baisse des coûts, de la baisse des charges. C'est une erreur économique grossière, car c'est l'erreur qui consiste à confondre ce qui est vrai au niveau de l'épicier du quartier ou de l'entreprise du coin et ce qui est vrai au niveau d'une nation. La réduction des coûts, c'est une préoccupation évidemment légitime d'un entrepreneur particulier. Lui, il essaie de contenir ses coûts comme il peut pour être compétitif, etc. Maintenant, si maintenant, au plan de la nation, vous adoptez comme politique le fait qu'on va réduire, par exemple, les coûts salariaux, vous décidez tout simplement de réduire la masse salariale totale dans votre pays, c'est-à-dire d'effondrer le niveau de votre demande, qui est justement un des éléments de la crise. Et donc, tout ceci n'a pas de sens. Qu'un entrepreneur, lui, cherche à être compétitif, à contenir ses coûts, c'est normal. Qu'on en fasse une politique économique, et c'est idiot, parce que tout le monde ne peut pas être plus compétitif que tout le monde. Non, on va être plus Alors, compétitif quand même que les entreprises qui se trouvent à l'extérieur ah oui, mais elles vont de faire la quoi? nation. Elles vont faire quoi, elles? C'est-à-dire que si tous les pays européens, et c'est le cas, s'engagent dans une politique fondée uniquement sur la compétitivité par la baisse des coûts, bah, tout le monde va continuer de baisser ses coûts. À l'arrivée, personne n'est plus compétitif que personne, ou ceux qui étaient déjà plus compétitifs que les autres et qui ont de l'avance gardent une marge de Reste compétitivité. qu'aujourd'hui, la France Donc est à la traîne en termes de compétitivité. c'est une stupidité. On ne sort pas d'un état de crise par la politique de compétitivité. C'est là l'erreur économique fondamentale d'ailleurs de ce gouvernement dès le départ. Ça a été d'éliminer à cause de ces engagements européens toute politique keynésienne de soutien massif de l'investissement et de l'activité, ce qu'il aurait fallu faire. J'ai dit ça, on n'a pas le droit. Les traités nous l'interdisent. Donc il nous reste quoi? Eh bien, on va essayer de relancer notre économie en prenant les emplois des autres, en prenant les marchés de nos voisins, c'est-à-dire en déclarant la guerre, en étant dans une logique de guerre économique avec les autres. Alors en faisant quoi? Comme si les autres, eux, ils restaient tranquilles. Non, tout le monde fait pareil. Et tout le monde faisant pareil, eh bien, l'Europe s'enfonce dans la récession. Donc, la compétitivité n'est pas un objectif de politique économique. L'objectif de politique économique, ça peut être le développement de l'activité, ça peut être l'emploi, ça peut être la qualité de la vie, ça peut être une meilleure répartition plus juste des revenus. Ça, ce sont des objectifs politiques. Jacques Généreux, on parlait de la concurrence des pays étrangers. Vous êtes un europhile convaincu. Et pourtant, certains estiment que la monnaie unique est un frein à la croissance économique. C'est pas ce que vous pensez? Alors, je suis un europhile, en même temps un eurosceptique compte tenu de la tournure qu'a pris le fonctionnement de l'Union européenne et de l'Union monétaire européenne. L'euro est viable à condition d'une réforme en profondeur du fonctionnement de la Banque centrale, des traités européens pour permettre un progrès commun par la convergence des fiscalités et des protections sociales plutôt que la compétition sauvage. Je ne crois pas malheureusement que ça arrivera, car il faudrait un tel degré de coopération politique en Europe pour permettre cette refondation de l'Europe, que je suis sceptique, car surtout après des années de crise pendant lesquelles on a fini de dégoûter, y compris les citoyens qui étaient amoureux de l'Europe, de cette Union européenne. Il y a aujourd'hui une défiance et un désamour de l'Europe. Donc les conditions d'une refondation de l'Europe sont détruites. Je crains fort qu'on aille vers une forme de délitement de l'Union européenne, peut-être d'éclatement de la zone euro. Il faudra reconstruire sur d'autres bases. Merci, Jacques Généreux. Merci de nous avoir accompagnés toute la journée Merci à vous. sur France Info. On va renvoyer les auditeurs, bien entendu, à la lecture de ce livre que vous publiez chez Seuil. Jacques Généreux explique l'économie à tout le monde. Et puis l'intégralité de cette interview est disponible sur le site de France Info, franceinfo.fr.